être artiste, c'est pas être artiste en fait. C'est essayer de, à travers ce que tu peux faire, à travers ta création, essayer de changer l'imaginaire des gens. On ne sait pas. Peut-être que demain, si tu as réussi à convaincre une personne, à prendre en main, à voir la réalité en face, et 2, 3, 4 personnes, peut-être demain, on peut espérer que le monde changera, quoi, ou l'humain en soi change. Mais c'est une utopie. Mais je me suis dit à chaque fois, pourquoi pas l'utopie? Pourquoi pas le rêve? Déjà, on nous empêche de rêver. Quand tu as la possibilité de rêver, il faut foncer. Nous, les artistes, on rêve beaucoup, en fait. Et donc, le rêve, c'est l'avenir. Personne n'a jamais gagné un rond dans le théâtre, sauf les gros malins, mais ça, il y en a très peu. Et c'est en même temps un art qui est une sorte de célébration d'une messe laïque, d'incarnation du texte, qui se joue tous les soirs dans toutes les villes du monde, depuis la nuit des temps, qui généralement ne rapporte pas un rond à ceux qui le pratiquent, et ça ne meurt pas. Donc là, quand même, il y a une survivance d'un besoin réellement profond de personnalisation de la vie. J'ai découvert le théâtre avec les Francophonies. J'avais 15 ans. Mon premier spectacle, Histoire de loi. Et je pense que ça a changé en quelque part ma vie. Voilà. Ça peut faire peur de venir au spectacle. Hein. Et pourtant, ça devrait être tellement facile. Hein. Vraiment. Un colloque intitulé Pour une sororité planétaire se tiendra en septembre dans l'opulence d'une capitale du monde libre et développé. Mes éminents travaux consacrés à l'histoire des femmes africaines justifient qu'il me soit proposé d'introduire, de présider et d'animer les débats consacrés à la Global Africa. C'est comme ça qu'elle a dit. Bien sûr, en tant que keynote speaker, ce sont ses mots, je serai rétribué, pris en charge et tutti quanti. Comme s'il était possible de faire autrement. Il faudra me payer grassement et précéder mes moindres besoins pour me tirer de ma retraite. Oh, je suis trop bien chez moi, loin de ces retraites, loin de ces bavardages, à milieu de ce réseautage entre élites qui n'aura aucune incidence sur la vie quotidienne des femmes qui m'entourent ici. Ah, j'ai dit que j'y réfléchirais. Elle n'a pas eu l'air de comprendre. Il a fallu répéter « Je vous communiquerai ma réponse dans quelques jours ». En plus, il faudrait sauter au plafond quand ces gens-là vous convoquent. Parce que, bien entendu, on vit au garde à vous dans l'attente de leur appel. Hein? Eh bien, il était temps. L'Africaine commençait à perdre espoir. Elle n'attendait que cette sororité planétaire pour passer de l'ombre à la lumière. Ben, la prise de parole, pour moi, elle est importante parce qu'on ne donne plus de sens aux mots, on ne donne plus de sens à la parole. Et je pense, c'est pour ça que pour moi, le théâtre est important, c'est l'endroit de la parole. Et nous devons veiller à cette parole-là. À ce qu'aujourd'hui, elle soit... Parce que la parole, elle est galvaudée. Vous êtes d'accord avec moi que le discours n'est plus audible. Les discours politiques, ils sont en pur échec. On n'entend plus le discours politique. On n'entend plus, il n'y a plus d'espace public qui peut nous amener à entendre ce qui est dit. Parce qu'il y a comme une rupture entre la société elle-même et ses leaders. Et donc, pour moi, le théâtre est l'endroit privilégié où la parole peut être entendue. Elle reste aussi vraie, parce qu'on ne peut pas tricher avec le public. Les comédiens, vous êtes où, là? On est en italienne. Ah, vous êtes en... Ah, ben c'est tant bien.
Vous êtes en italienne? L'animal cache très bien son jeu. La maison, la nation, tout ça tournera parce que les femmes s'en chargeront. Les femmes ont besoin de paroles et les hommes le savent. À l'instant où j'aperçois ce visage, quand je me mets à lui courir derrière, je suis incapable de penser. Je suis la proie d'une pulsion qui me propulse vers la rue. En cette saison, les tournesols pivotent les uns vers les autres et se communiquent leur énergie. Certaines ruptures sont des bénédictions, je l'avais oublié. Ce n'est pas à la femme, mais à l'homme de courir. Je l'adore. Quand on disait on veut faire du théâtre, on ne pensait pas que je vais vivre du théâtre. On pensait j'ai envie de m'exprimer, d'exister, de vraiment faire entendre des choses. En cela, c'est facile. Surtout que nous faisons le théâtre avec rien, avec passion et avec force, avec beaucoup d'engagement. Parce que ce n'est pas un métier facile partout dans le monde, on s'entend, mais beaucoup plus en Afrique. Approchez, approchez! Il faut les voir. On se sent vivre après ça. Non, ce n'est pas rien la régénérescence par le regard. Venez, 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 voyez leur corps livré pour vous. Nous allons parler de l'Afrique de l'intérieur. Nous avons des choses à nous dire nous-mêmes par rapport à notre rapport au monde. Et c'est tellement émouvant de les écouter. Oh, leur mélopée désenchantée nous vient du fond des âges. Si vous regardez le rapport de l'Afrique au monde, comment le monde continue de nous regarder, comment on continue de toujours la condescendance, comment on pille le sous-sol. Nous n'avons pas de haine, mais nous n'avons plus le temps à perdre. Les francophonies aujourd'hui, moi je pense que ça dépasse le cadre de la langue, c'est la rencontre humaine et un endroit où on partage des choses ensemble. Ce n'est pas seulement la langue, mais on partage une histoire commune, malgré ce qui s'est passé dans l'histoire, sa douleur et tout, mais on partage cette histoire, on ne peut pas l'effacer. Donc nous sommes obligés d'être ensemble. Alors, bonjour, madame, mesdemoiselles, messieurs, merci d'être là. Et je vais passer d'abord la parole au président de Je rencontre les Franco dans les années 90, ça fait 30 ans, 92 en fait, où je découvre justement les auteurs africains. Et en fait, bon, je suis à l'époque donc enseignante, je démarre une carrière à l'université et donc je travaillais sur l'image du noir au théâtre, mais je voyais bien que le rapport avec la création contemporaine africaine était essentiel et c'est vrai que c'est avec les francophonies que je vais engager tout un travail de recherche à l'université sur les dramaturgies, les écritures. Parce qu'il s'agit de réveiller donc très souvent des choses qui dorment, parce qu'on les a mis de côté, qu'on les a balayées sous le tapis, qu'elles sont finalement très dérangeantes et elles dérangent tout le monde. Elles dérangent les Blancs comme les Noirs, les Africains comme les Occidentaux, les Européens. Parce qu'on brasse ce qui pue, tout simplement. Et quand on commence à brasser ce qui pue, ça sent mauvais et on a très très peur de ça. Or en même temps, il faut absolument pouvoir déterrer les cadavres pour pouvoir justement en faire le deuil véritablement. Parce qu'on est habité, hanté par la colonisation et cette hantise, elle est au sens fort du terme. C'est vraiment une dimension fantomatique qui nous occupe et qui nous mine. Donc il faut travailler sur cette dimension-là et c'est seulement les créateurs, les artistes et les auteurs qui peuvent vraiment nous accompagner dans cette démarche-là. En fait, Monique Blin a très tôt eu cette intuition forte qu'il fallait défendre les auteurs, les écritures, la création justement de la Maison des auteurs va être absolument essentielle. Et puis c'est quelqu'un qui était assez rusé, Monique. Monique Blin, elle a réussi à mettre le pied dans la porte et à avancer justement ses auteurs, ses artistes. Elle trouvait toutes sortes de solutions pour créer des collectifs, créer des tandems aussi, qui permettent de mettre en lumière l'auteur. La culture, oui, je ne suis pas sûre qu'un jour la culture était testable. C'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut penser. La culture est toujours en danger, de toute manière, mais pas seulement en France, dans tous les coins du monde, elle est en danger.
puisque c'est un contre-pouvoir politique, la culture. Donc forcément, à un moment donné, c'est un domaine qui est toujours sous surveillance. Et notamment tout ce qui est spectacle vivant, et notamment le théâtre, puisque ça parle, ça fait réfléchir. On est dans une société actuellement, c'est aujourd'hui, que ce soit en France ou on le voit dans d'autres pays du monde, où on est dans du binaire. C'est très clair, c'est-à-dire on est dans des choses très tranchées. C'est l'époque qui veut ça, ça n'a pas été avant et j'espère que ça ne le sera pas après, mais il n'y a plus de discussion possible entre des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Il n'y a pas, où il y a beaucoup moins en fait, le fait de se dire attends, on va peut-être pas forcément changer d'avis, mais en tout cas on peut s'écouter et se comprendre et se parler. Et ça, il n'y a plus. Pour parler avec l'autre, il faut évidemment être titulaire d'une langue, mais à partir du moment où on en a une, on les a toutes. La France a à un moment dominé au moins l'Europe et en partie le monde. Donc ce partage a été ce qu'on peut même à certains moments appeler le partage forcé. C'est pas le mariage forcé, hein, c'est le partage forcé. Je crois vraiment qu'il faut faire violence au langage tel qu'il est utilisé dans les médias, dans la sphère politique, dans la sphère économique, dans la sphère publicitaire en fait. Bien sûr. Il faut absolument le déconstruire parce que c'est le seul moyen de retrouver le sens des mots et donc le sens tout court. Mais sinon, oui, bien sûr, la manière dont on utilise le langage aujourd'hui, on le formate et donc on formate votre pensée. Forcément, c'est une violence. Vous ne pouvez pas penser librement. Vous êtes dans une pensée qui est extrêmement convenue, ce qui, je crois, empêche aussi non seulement la réflexion libre, mais empêche la critique, empêche le débat. Et nous sommes au niveau mondial, je crois, dans un moment où le débat est extrêmement difficile parce qu'on ne peut pas entendre la pluralité possible des voix aujourd'hui. C'est pas une variable d'ajustement, hein, l'humain. Il faut qu'il se rende compte de ça, qu'il est autre chose, qu'il est plus grand que tout ce qu'on lui propose en ce moment, en termes d'économie, en termes de vie, en termes de confort, même en termes intellectuels, l'humain est beaucoup plus grand que ça. Moi je pense que la langue, c'est les mots, c'est la pensée, et c'est la construction de la pensée. Et qu'une langue, forcément par son histoire et par son contenu, oriente aussi la pensée et l'héritage d'un peuple et que c'est quelque chose qui se partage. Et par exemple, Macabre Carnaval, c'est un peu spécial parce que l'Uruguay n'est pas un pays francophone, bien qu'il y ait une histoire commune avec la France. Et là, par exemple, moi, c'est ça que j'appelle la francophonie aussi. C'est un pont entre deux peuples, deux civilisations, deux peuples. Et là, il y a des acteurs uruguayens, chiliens, péruviens qui sont venus en France travailler avec nous, qui ont appris le français, qui jouent en français. Nous, de notre côté, on a appris l'uruguayen, l'espagnol. Et c'est ça que j'appelle la francophonie, c'est s'ouvrir à d'autres richesses de civilisation, d'autres dons d'un héritage de pensée. Et c'est ça pour moi la francophonie. Justement, quand on parle de langue française et qu'aujourd'hui on doit parler au pluriel, on parle de langue française, il est très facile de s'exprimer, enfin de se rendre compte qu'on a été mal compris quand on s'exprime. Et ça c'est essentiel, surtout pour nous autres, les auteurs qui écrivons. On préfère moins parler et beaucoup plus écrire. Parce qu'au moins avec l'écriture, celui qui entend a le temps de développer son imagination. Les mots que moi j'emploie par exemple qui sont chargés de mon imaginaire à moi et de ma culture peuvent ne pas revêtir le même sens que chez toi par exemple et non plus chez le spectateur. Voilà, la langue française, c'est le français en partage, quoi. Je crois qu'on gagnerait à apprendre vraiment l'histoire plus élargie de la France aux enfants pour commencer à créer une société où c'est pas une société non nombriliste, quoi. Moi, je crois que la France a une histoire personnelle qui est très loin et que les Français ne connaissent pas. La plupart des Français ne connaissent pas. La plupart des Français ne savent pas ce que le gouvernement français fait ailleurs. Pris dans le piège de la manipulation de l'information. La manipulation des consciences par le traitement de l'information. La classe politique s'est tirée parti, s'est tirée profit de la manipulation de l'information. Moi, j'ai une chance. Je suis assis entre deux ou trois chaises. J'ai une langue française que j'ai acquise.
Et j'ai une langue fond qui est ma langue maternelle et j'ai d'autres langues tout autour. Je suis enrichi de la structure même de ma langue et quand la structure de ma langue rencontre la structure de la langue française, ça donne une autre langue. J'ai l'impression que la langue française comme butin de guerre était une notion valable pour la génération des Katem Yassine qui a eu cette formule heureuse, mais j'ai comme l'impression aujourd'hui au Cameroun que la langue française y est vécue comme une langue camerounaise. C'est-à-dire les locuteurs du français au Cameroun aujourd'hui, pour la plupart, n'ont pas vécu l'époque coloniale. La conception de la culture en France, c'est lié à l'histoire de France, hein. Bien avant Louis XIV, ça remonte à François Ier et où il y a un culte du beau, au sens antique du terme. On décline un certain nombre de critères, ils sont verticaux, ils viennent du pouvoir central, et au nom de ça, il y a une sorte de domaine qui place l'esthétique au centre de tous les critères. C'est français, ça. Et ça n'est pas la définition de la culture de la plupart des autres pays. Quand vous regardez la définition de la culture de l'UNESCO, cette définition, elle est globale. Et culture, tout ce qui est usage, activité humaine, au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que ça inclut l'artisanat, ça inclut les rites. La culture est anthropologique, elle prend l'homme globalement. Et au fond, la France a retenu Malraux dans l'artiste flamboyant, c'est pas ça, mais l'a retenu contre qui? Contre Lévi-Strauss. Contre Lévi-Strauss. Pendant au même moment, Lévi-Strauss prend les tribus amazoniennes, s'abat en quelque sorte intellectuellement sur l'autre, les autres cultures, autres œuvres d'art, autres productions, autres mœurs, autres religions. Et lui, il a cette extraordinaire définition de la culture totalement anthropologique, donc ouverte. Et donc, nous, l'anthropologie nous est assez étrangère. Et nous sommes malades, notre société à nous est malade d'un 17e dont elle a gardé les traces sans plus rien en connaître, et d'un 18e dont elle a gardé la prétention, mais sans même plus le lire. Alors ça fait de nous des bêcheurs, quoi. En gros, le français est bêcheur à cause de cet héritage culturel qui était magnifique. Magnifique. Et ce qui reste, par opposition à ça, ce que j'aime beaucoup dans la création, c'est la bienveillance. Je dis, on y va, peut-être. On fait, on voit. On fait, on voit. Je ne sais pas, en fait, l'accent canadien, vous l'entendez avec votre oreille à vous, mais pour nous, on n'a pas d'accent. C'est vous qui avez un accent. Fait que nous autres, on rit de l'accent marseillais ou de l'accent des ch'tis ou des choses comme ça, mais je pense, nous autres, on ne pense pas qu'on a un accent. En fait, vous ne vous sentez pas menacé. Hein, c'est la différence. Nous autres, au Québec, on est entouré par 300 millions d'anglophones. Les Parisiens auraient voulu que toute la France parle parisien. Quand j'ai vu des émissions comme à la télé, à un moment donné, il y avait nous autres, on disait Poubelle la vie, le plus belle, je ne sais pas trop quoi, où c'était une émission qui se passait à Marseille, mais personne n'avait l'accent marseillais. Je faisais, voyons, c'est un non-sens, il y a quelque chose. Tous les accents de la francophonie font la francophonie et font la richesse de la langue française. Moi, j'aime les musiques des accents. Je pense que si je n'avais pas été comédien, j'aurais été musicien. Donc, pour moi, la langue française, beaucoup plus que la langue anglaise, est musicale. C'est une richesse pour la ville de Limoges. Limoges, c'est sur la map dans la francophonie à cause du festival, pas à cause de la porcelaine. Au Québec, quand je dis à des comédiens, je vais à Limoges, ah oui, bon, ça a déjà été plus glamour, comme vous diriez, mais ça reste quand même que c'est une destination prisée pour la culture. Le théâtre québécois, quand on dit « Ah, c'est chouette, on va aller jouer à Limoges », ça fait pas comme « Limoges ». Non, les gens connaissent ça. Moi, je viens d'un bled pour pouvoir espérer avoir une subvention pour m'aider à venir participer au festival ici. Il fallait que je fasse appel à un organisme de sport qui, eux autres, recevaient la subvention en mon nom pour pouvoir me la redonner parce qu'il n'y a pas de case
art dans la charte de la municipalité où j'habite. Ils ne savent pas, ça n'existe pas. Mais c'est sûr que nous autres, mon point de vue à moi de Québécois, c'est que la France aujourd'hui n'est plus plus pour longtemps en tout cas la porteuse de la culture française, parce que je sens que il y a trop de choses qui veulent tranquillement saper là-dedans, puis que vous n'aurez pas été assez préparé à ça, puis quand ça va arriver, ben, ça va être irréversible. Je ne veux pas être oiseau de malheur, mais... Aujourd'hui, le monde où nous vivons est assez sombre et violent. Et le théâtre n'est pas fait pour jeter de l'huile sur le feu. Au contraire, en ces temps troubles où l'Europe semble de nouveau vouloir renouer avec ses vieux démons, l'homme, hélas, a la mémoire très courte. Nous avons, en tant que gens du théâtre, plus qu'un devoir de mémoire. Nous avons un devoir de rendre l'espoir, le devoir de réconcilier le théâtre avec le monde, le théâtre avec le politique qu'il a souvent en horreur. C'est-à-dire qu'il nous faut désormais écrire sur le monde d'aujourd'hui comme des fous, jouer comme des malades, improviser sans relâche et de toutes nos forces afin d'allumer sur scène un grand feu tant les ténèbres menacent d'envahir notre univers. Il est encore temps d'ouvrir les yeux. Demain, il sera trop tard. Merci. Merci. Permettez-moi d'avancer Mohamed Pasiki. Au théâtre, 70% des spectatrices, des spectateurs sont des spectatrices. Il y a très peu de textes qui parlent de point de vue féminin ou d'histoires vraiment de femmes. Très souvent, et puis dans la littérature même dramatique, on suit des parcours d'hommes, c'est Peer Gynt, il faut attendre Shakespeare pour avoir Lady Macbeth, mais ça s'appelle encore Macbeth, même si le personnage principal c'est Lady Macbeth. Ouais. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Miraela Mihailoff, elle écrit une pièce à partir de témoignages de femmes qu'elle a interviewées en Creuse, en Roumanie, en Charente, et elle écrit une pièce où les personnages principaux sont des femmes. C'est faire entendre des paroles de personnes qui ne sont pas souvent mises sur des plateaux. Oui. C'est-à-dire que là, Miraela, elle est allée interviewer des jeunes filles qui sont tombées enceintes très jeunes. Oui. La Roumanie, c'est un des pays en Europe avec le taux le plus élevé de filles-mères. On pourrait très bien imaginer que ce spectacle-là, il puisse aller dans une salle d'un lycée pour raconter cette histoire de manière très simple. Mais parce qu'il faut absolument que ces histoires se racontent. Parce que, en fait, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est par moments, on n'a pas l'impression ou le sentiment d'être écouté, ou plutôt d'être entendu. Et en fait, le théâtre, c'est aussi un endroit où on doit être à l'écoute des vibrations du monde. En fait, je crois qu'il y a des marqueurs très forts, et le festival en est un. Et donc, créer dans le cadre de ce festival-là, c'est quelque chose qui est important et engageant. Moi, si je fais du théâtre aujourd'hui, c'est pour... et d'ailleurs, ma compagnie s'appelle la compagnie Veilleur. C'est pour garder son esprit critique en veille. C'est-à-dire, c'est aussi une manière d'essayer... Et une veille. Et c'est primordial aujourd'hui d'être dans ce rappel à la pensée. Parce qu'il y a un petit côté d'humeur de réverbère aussi, quoi. Oui, il faut. C'est très important. Travail citoyen aussi. En fait, j'estime aussi que le travail que je fais, c'est un théâtre public. C'est pas du théâtre privé. Et en fait, il a cette nécessité-là. Et si
on donne une partie des impôts pour faire du théâtre, c'est aussi bien pour... il faut conserver ça. C'est un service public, je pense, c'est nécessaire. Comment on devient une autrice ? Je dirais peut-être, je vais faire une tentative de réponse, c'est qu'à un moment donné de sa vie, on a des mots à dire. C'est un peu comme une envie de vomir. Il y a des choses qui doivent sortir et ces choses-là, c'est des mots. Voilà, qu'il faut faire sortir de soi. Et au fur et à mesure, petit à petit, on construit des histoires, on construit des personnages et on cuisine les mots. Alors, le Bénin est une ancienne colonie de la France, c'est la première chose. Et le Bénin essaye de faire tout en suivant le modèle de la France, même s'il n'y arrive presque jamais. L'ancien esclave a du mal à vivre vraiment indépendamment de son maître, de son ancien maître. Le problème de la femme africaine, de l'Afrique de l'Ouest particulièrement, pour moi, c'est que elle n'est pas consciente de ce dont elle est capable. Je parle de retard parce que peut-être que s'il n'y avait pas eu tout ce qu'il y a eu, je parle de l'histoire, l'esclavage, colonisation, on ne va pas revenir dessus, mais peut-être que si l'Afrique n'avait pas connu ça, elle aurait eu son évolution dans sa direction à elle. Mais aujourd'hui, donc c'est tout un continent qui a été entre griffes, civilisé, donc pour qui on a essayé de changer de civilisation. Et ça fait que des siècles et des siècles après, on sent toujours le retard parce que pour moi, l'Afrique va toujours en suivant les pas de l'Occident. Quand on dit que si une femme déclare qu'elle est féministe, elle aura droit à des moqueries parce qu'on se dit, bah, elle a pété un câble, elle se prend pour une blanche ou quoi. Ça, c'est des choses de blanc, ça. C'est mon premier texte en tant qu'autrice. C'est vraiment ma première pièce de théâtre. Et donc, mon point de vue n'est pas forcément, je veux dire, mes propos ne sont peut-être pas à l'endroit où les Français ou les Françaises voudraient avoir mon propos. Je ne pense pas que ça soit intéressant que chacun de son côté ait sa culture, revendique sa culture, revendique que l'autre parle sa langue. Je ne crois pas que ça soit intéressant. Je pense même à la limite que c'est naïf et pauvre de penser ainsi. Je pense qu'on doit pouvoir garder notre part originale et pouvoir s'intégrer dans la culture du monde. Moi, je viens d'un pays où tu ne prends pas la parole sans rendre hommage à tous ceux qui ont pris la parole avant toi, à tous les aînés, qu'ils soient même déjà dans l'au-delà. Tu leur rends hommage et tu leur demandes de te prêter leur voix. Donc moi, les 2 premières semaines que j'ai passées ici, ça n'a été que ça. Lire tous ces auteurs. Et pour moi, c'était vraiment comme une cérémonie vaudou pour demander à tous ces auteurs: prêtez-moi votre voix, prêtez-moi votre plume, prêtez-moi vos doigts sur le clavier, que je puisse dire ce que j'ai envie de dire, de façon à ce que le monde m'entende. Et c'est immense. C'est immense pour moi. Il me viole et toi tu vois pas. À 3 heures, quand il se lève soi-disant pour partir travailler, c'est dans mon lit qu'il rentre. Et quand il finit ses saloperies, il va tirer la chasse d'eau pour te couillonner. Tu vois? Regarde-le fuir, se lâche. Il sait très bien que je dis la vérité. Ça fait des années qu'il dit que je suis sa petite femme, que si je le répète, il me tue. Que si je le fais avec quelqu'un d'autre, il me tue. Il ouvre mon courrier, il lit mon journal intime, il me surveille partout, même quand je sors du lycée. J'ai même pas le droit de marcher avec un mec, il me suit en voiture. Hier soir, tu l'as pas vu? Il faisait rouler ses yeux sur mes seins, ses yeux d'alcoolique. Et toi, tu vois rien, tu me regardes pas. C'est la télé que tu regardes. J'ai des yeux rouges. Maman, tu vois pas que j'ai des yeux rouges? Hier soir, papa est rentré dans mon lit et toi, tu dormais. Il m'a écrasé le ventre, il m'a planté sa langue. Il a mis sa main dans... Et wesh. Ah oui, faudra que je fasse fort celui-là. On enlève. Je sais pas parce qu'après il y en a un deuxième.
C'est inspiré d'un poème d'un auteur, un poète martiniquais qui a écrit ce texte, et Serge Restog, et qui raconte les sévices infligés aux esclaves qui résistaient. Et donc il raconte notamment qu'on les enfermait dans des tonneaux en bois percés de clous. On les enfermait dedans et on les faisait rouler en haut d'un morne. Et que ça le perce de partout, mais qu'il en ressort quand même debout. Il va saigner, mais nec pas qu'à mort, c'est-à-dire que malgré tous les sévices, on traverse, on reste, on traverse, on continue. Et ce cri de guerre, je l'ai gardé jusqu'à présent. Parfois, quand je me sens un peu flottante, je dis nec pas qu'à mort. On continue, c'est important. Oui, moi j'envisage mon parcours d'artiste comme une voix qui va raconter ces récits qu'on n'entend pas. Comme dit Césaire, ma bouche sera la bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Voilà. C'est-à-dire révéler des histoires, des non-dits, aller derrière les silences, aller dans la saleté, aller dans la laideur. Parce que de la laideur, nous avons créé la beauté. Nous savons créer la beauté. Nous savons le faire. Nous l'avons fait, mais on n'en est pas assez conscient. Mon cheminement avec la langue créole, il est particulier aussi parce que moi aussi, on m'a interdit de parler créole dans mon éducation. C'était pas bien de parler créole parce que si tu parles créole, tu vas perdre la langue française. Tu vas pas bien parler français. Tu vas pas réussir à l'école. Ne parle pas créole. On t'interdit de parler créole. Et moi, il m'importe énormément de rendre compte de notre réalité, de ce rapport entre les deux langues. C'est un rapport conflictuel où on nous a appris qu'il y a une langue dorée et une langue bâtarde. On m'a confisqué mon histoire. Et donc à chaque fois que je mets le pied sur le continent africain, c'est comme une reconquête. Une reconquête, oui, c'est ça. Ah ouais, de quelque chose qu'on m'a enlevé, en fait, qu'on m'a confisqué. Et ça me révolte. C'est cette révolte qui m'a emmenée au théâtre. C'est quand j'ai découvert cette histoire, quand j'étais sur les bancs de la fac et que je découvre l'histoire du commerce triangulaire, l'histoire de l'esclavage, et puis aussi la chape de silence. Ah bah non, c'est pas bon, on a été esclave, non mais oublie l'esclavage, mais non, on n'est pas africain, on est français. Oh, et puis voilà, ces femmes qui cherchaient aussi à avoir des enfants avec des hommes plus clairs qu'elles, enfin nous blanchir, sauver notre peau. Tous ces endroits qui sont extrêmement violents pour moi, parce que je trouve ça terrible dans le désamour qu'on nous a appris à avoir envers nous-mêmes, de déconstruire ça, de déconstruire, de l'éclairer pour construire une autre représentation de soi, et collectivement, en fait, qu'on la partage. Hein. Bon, c'est une langue qu'on m'a imposée à l'école. J'étais chez les sœurs et qu'on m'imposait en fait, parce que tous les Haïtiens sont créolophones, il y a 2 langues officielles, mais il n'y a pas longtemps, depuis que le créole est devenu une langue officielle, les linguistes et d'autres sociologues, d'autres personnes se sont battus pour que cette langue soit la langue officielle, puisque le français a toujours été la langue de l'élite, c'est l'héritage colonial. Et donc j'ai un rapport très mitigé. C'est une belle langue, c'est la langue dans laquelle j'ai appris à lire et c'est la langue dans laquelle j'écris aussi la plupart du temps. Le créole, c'est une résistance, c'est comment articuler sa pensée dans un code que l'oppresseur ne va pas comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas, aujourd'hui, je suis capable de faire ce débat sur la langue, mais en Haïti, la langue a toujours été un outil d'oppression. La langue française, aujourd'hui, c'est l'anglais aussi parce que il y a beaucoup on se tourne vers les États-Unis beaucoup. Les gens qui ont de l'argent mettent leurs enfants dans les écoles américaines. La question de la langue aujourd'hui, pour moi, c'est une grande frontière qu'il faut traverser. Il y a un travail de décomplexer la langue en Haïti qui n'est pas encore fait parce que parler une autre langue, c'est un statut. C'est quoi une femme? Ah, j'allais dire, une femme c'est un homme. Non, une femme c'est un être puissant. C'est un être puissant. Et je ne mets pas à l'écart les hommes quand je dis ça, mais c'est un être puissant qui est capable
qui est capable de force, qui est capable de puissance, qui est capable de résistance, qui est capable de faiblesse, qui est capable de pleurer, qui est capable de consoler, qui est capable de se consoler, et parfois qui n'est pas capable. Parfois. Elle est tout. En fait, elle est plein de choses. Elle s'autorise plein de choses, elle est plein de choses. Non, en Haïti, notre féminisme, il ne date pas d'hier, il est là depuis l'arrivée de la Révolution et toutes ces négresses marrons qui se sont battues pour l'indépendance. Notre féminisme était là pour combattre l'occupation américaine, la dictature. Notre féminisme a un lien étroit avec la bataille pour la justice dans ce pays. Donc on n'a pas... Notre féminisme, c'est un féminisme ancré dans nos besoins à nous et il n'y a rien d'importé. Quand les soldats américains sont venus et qu'ils ont fait des enfants, ils ont violé des femmes et quand on a pris des terres à des femmes et nous sommes victimes à tous les niveaux, un peu partout, ailleurs ou chez nous. Voilà, donc notre féminisme se bat à ce niveau-là. La création, c'est le partage. La création, c'est une partie de nous donnée au monde. Et on a besoin de l'autre pour nous dire qu'il l'a vu, qu'il l'a entendu, qu'il l'a compris ou pas, mais il l'a reçu. Il l'a reçu. Ma sœur ranime le feu sous cette nuit brumeuse. Mon oreille pâtit à voir mon front timbré d'une étoile indécise. Que sais-tu de ta source? L'étendard cruyanté étale sa toile ténébreuse. Son visage est feu, sang et larmes. Aïe! Mes jours s'ouvrent les veines. Fusillez-moi, j'ai soif d'une vie pleine. Les anciens me disent, le problème camerounais pour nous se résume à ceci. Nous avons eu une guerre d'indépendance. Des Camerounais et des Camerounaises se sont battus pour l'indépendance de notre pays. Ils n'ont pas eu droit aux honneurs de la sépulture. Ils n'ont pas eu droit aux funérailles qui leur auraient permis de devenir des ancêtres. Comment pensez-vous bâtir une nation solide sur un départ comme celui-là? Tant qu'ils n'auront pas les funérailles, le pays ne connaîtra jamais la paix. Et moi, à ma place de poète, qu'est-ce que je peux faire? Je me dis, si cette affaire ne tenait qu'à moi, je leur offrirais des funérailles. Donc j'écris le rituel pour faire le deuil d'une guerre oubliée. Et la danse que j'ai dansée, c'est la danse des funérailles pour leur offrir, moi, à mon endroit, le peu que je peux faire, si ça ne tenait qu'à moi. Je ne pense pas qu'un poème que j'écris soit attendu dans l'environnement d'où je viens, parce que ma parole est très critique de la façon dont le pays est dirigé, forcément dérangeante. D'ailleurs, je rencontre des camarades de classe qui n'osent même pas liker un poème que je publie sur Facebook. Parce que m'ont-ils dit, quand je me suis mis à publier les premiers poèmes, après la crise d'après les dernières élections présidentielles, dont la victoire nous a été volée, plusieurs ont reçu des remarques de leur chef de service disant « On sait que vous avez liké le poème de ce gars ». Donc, ils n'osent même pas liker un poème que je publie sur Facebook. Mais est-ce que c'est une raison pour baisser la garde? Je pense que non. Et qu'il faut insister, insister, insister. Je crois beaucoup à l'insistance. À force d'insister, on a semé une petite graine qui est devenue un petit plant et sera peut-être demain un arbre qui produira des fruits. Je travaille du lundi au dimanche et le lundi, je recommence jusqu'au dimanche. T'es pas seule, maman. Moi aussi, je bosse fort dans ma tête pour sortir d'ici. J'ai commencé à écrire un petit texte pour m'entraîner quand je serai face au juge.
Mais ce connard de gardien n'a pas voulu que je l'apporte avec moi pour te le donner. Détenu, surveillez votre langue. Je vous entends. T'occupe pas de lui, maman. Quand je me tiendrai devant le juge, même si j'ai rien fait, je demanderai pardon à la société. Pardon aux familles, surtout à la mienne. En cellule, les gars m'ont dit que les juges aiment bien entendre des excuses. Ils veulent sentir que l'enfermement nous a mûris. Je vais leur donner tout ce qu'ils veulent, maman. Je dirai ce qu'ils veulent entendre. T'as vu? J'ai déjà tout planifié. La sortie est proche, maman. Ton fils sera bientôt dehors. Est-ce qu'on va réussir à vivre ensemble? Ce serait bien, on cohabite. Je reste persuadée que pour l'instant, on ne fait que cohabiter ensemble. Il y a très peu de personnes, très peu de lieux qui vivent ensemble, mais majoritairement, on cohabite. C'est encore dommage. Tout ce qu'on a gagné ces dernières années, on est en train de les perdre. On perd tout cela et il s'en faut vraiment peu pour que les chaînes reviennent, pour que voilà, on reparte en mer. Il s'en faut vraiment peu. On ne s'en rend pas compte de ça, mais voilà. Donc bien souvent, lorsque j'écris, lorsque je dis bien ma poésie n'a pas de couleur. C'est quoi un bon texte? Bonne question. Je pense qu'un bon texte, c'est un texte qui arrive à satisfaire l'auteur dans sa volonté d'expression et à satisfaire le lecteur dans la volonté de communication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un certain nombre de traits qui sont présents dans ce texte puissent passer la rampe et être reçus par le lecteur ou le spectateur d'une certaine manière. Moi, je suis marqué par ce qu'on entend ici, mais ce qu'on lit aussi dans les manuscrits qu'on reçoit, c'est vouloir dans une même pièce, dans un même texte, mettre toutes les calamités du monde réunies sur la tête d'un personnage. En fait, c'est quoi l'acte de lire? C'est quoi l'acte d'appréhender un écrit qui est limité forcément dans sa forme d'expression, avec 26 lettres de l'alphabet, quelques signes, et puis comment avec ça on réussit à faire passer des choses, des idées, des émotions et tout. J'ai l'impression que pour moi l'apprentissage de la lecture est très faible dans notre monde francophone, qu'on se contente du décryptage de la langue, de pouvoir lire les mots et puis on en reste là. C'est valable d'ailleurs pour l'image aussi. Or, la question est, est-ce que c'est par négligence ou est-ce que c'est par volonté? Est-ce qu'on est dans une société qui vraiment a envie de rendre les gens capables, de manière autonome devant une feuille de papier ou un livre, de comprendre, de sentir, de ressentir, y compris le deuxième degré? Ça voudrait dire qu'on rend les gens autonomes et critiques. Qui a envie de former aujourd'hui, en 2022, des gens autonomes et critiques? Je laisse la question ouverte. Quand on raconte une histoire, il faut qu'il y ait une adhésion de celui qui est en face. Ouais. Celui qui est en face a la liberté d'avoir envie d'écouter ou de ne pas avoir envie d'écouter. C'est vraiment l'acte d'être ensemble. Être ensemble, au minimum à 3. C'est-à-dire l'artiste qui raconte, le spectateur qui écoute et l'histoire qui vit. Le Liban, pour moi, c'est un territoire qui a tout un paradis et qui en même temps est magnifique. On peut se délecter de tous les plats, les portes des maisons sont ouvertes, il fait beau, la mer, la montagne. Comme un paradis, c'est en même temps tout petit. Et puis à côté de ça, c'est des guerres terribles, des conflits. Et puis en ce moment, une crise sans précédent. Donc il y a un rapport qui ne peut pas être tiède, moi j'ai l'impression, avec ce pays, qui est forcément fort. C'est-à-dire, comme disait Najwa, c'est un paradis et en même temps c'est un lieu où on se rend compte où les gens ont du mal à vivre ensemble, où tout est compliqué, où tout le monde se retranche derrière sa religion, derrière sa tribu, au moindre problème en fait. Alors qu'il faudrait que ce soit une nation forte qui a envie de vivre ensemble pour que tout ça puisse ressembler vraiment à un paradis. Il y a 2 Libanais, enfin il y avait 2 Libanais.
le Libanais qui ne parle pas du tout français et le Libanais qui parle français est quasiment un français châtié, c'est-à-dire un très beau français ciselé, Lamartine. Et vraiment, c'était ça. Et il y a un attachement à cette langue. Par contre, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un attachement à la francophonie, à la notion de la francophonie ancienne au Liban, y compris chez ceux qui ne parlent pas français. C'est-à-dire ces notions de liberté, d'égalité, qui sont très forts parfois en dehors de la France, beaucoup plus forts qu'en France. C'est-à-dire les gens pensent que ce sont des valeurs qui sont encore très, très vivantes et très, très importantes. Moi, le français, je l'ai appris à l'âge adulte pour raconter mes histoires. Mais j'avais un attachement à cette notion de francophonie et j'ai lisé beaucoup des écrivains, auteurs francophones traduits en arabe. L'ignorance permet d'avoir une clientèle, pas un citoyen. Au Liban, on a assassiné l'idée du citoyen. On l'a assassiné. Et en plus, ça s'accompagne avec une stratégie consciente de cultiver l'ignorance. Depuis la fin de la guerre civile et l'arrivée de beaucoup d'argent dans les années 90 et 2000, ils ont servi à assassiner tout ce qui était domaine public, l'hôpital public et l'école publique. L'école publique, moi je suis l'enfant de l'école publique. L'école publique avait un niveau qui dépassait le niveau de l'école privée, sauf en langue étrangère. Aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de ça parce que les gens n'ont plus le moyen de payer l'école privée avec la crise économique et ils reviennent tous à l'école publique mais qui n'a plus le niveau, qui n'a plus le nombre d'enseignants suffisant. Donc, cultiver l'ignorance, c'est une stratégie extrêmement importante et elle a très bien fonctionné au Liban. Malheureusement, elle n'est pas finie. Moi, je ne crois pas qu'un peuple peut vivre dans une ignorance absolue jusqu'à l'éternité. Je crois qu'il y a toujours un réveil possible parce qu'il a un moment, il n'y a plus de dignité. Il n'y a plus de goût à la vie. Au Liban, en ce moment, on est un peu là-dedans. On sent qu'il n'y a plus de goût à la vie, il n'y a plus de dignité. Et à ce moment-là, les gens se posent la question, pourquoi continuer à vivre? Et la question la plus importante, pourquoi continuer à vivre comme ça? Je ne sais pas si c'est ma génération, mais moi, je suis d'une génération où je ne suis pas convaincue que le monde va changer. Je ne pense pas qu'on va pouvoir renverser la verticalité du pouvoir qui est déjà en place. Par contre, je suis convaincue que notre pouvoir, à notre échelle, c'est d'insuffler du rêve, de la poésie, du courage, de la force autour de nous, et que c'est ça qui peut aider à rééquilibrer, c'est ça qui peut aider le monde à rester debout, à ce que la société reste saine. Les bonheurs, c'est de pouvoir dormir le soir tranquille sans avoir l'angoisse du lendemain matin, l'angoisse d'être en prison, pas être en prison, de nourrir sa famille, pas nourrir sa famille. C'est ça, le bonheur essentiel, c'est ça. Au Liban, maintenant, on commence à savoir c'est quoi le bonheur. Mais c'est vrai, on commence à savoir. Est-ce que le bonheur, c'était d'avoir 3 voitures? Il y avait 3 à 4 voitures, et il fallait absolument le dernier 4x4. Est-ce que c'est ça le bonheur? On commence à se rendre compte qu'il n'y a plus de moyens de faire le plein des voitures qu'on a. Et du coup, on se rend compte que le bonheur est ailleurs. Le bonheur, c'est pouvoir envoyer son enfant à l'école, c'est dormir le soir en disant ça va, le lendemain matin, la vie continue. Cette façon de sentir que je ne peux pas être bien si l'autre n'est pas bien à côté, je trouve que c'est extraordinaire. La crise, au moins, nous donne ça. Comme on est sans arrêt en campagne électorale, on produit un discours qui est un discours qui flatte l'ignorance. Il est un discours immonde. Y compris d'ailleurs quand il est un discours progressiste, puisqu'il est très souvent tenu par des gens qui, une fois au pouvoir, ne disent pas ce qu'ils ont dit, ne font pas ce qu'ils ont dit. Donc, non, eux sont cultivés. Eux sont cultivés et du coup, ils connaissent les différents modes d'emploi du langage. Et ils savent que flatter l'ignorance, flatter la peur, flatter la cupidité, flatter la peur de l'insécurité, flatter, ça rapporte des voix. Cela dit, ils se trompent, parce qu'ils se font quand même baiser à l'arrivée. Il arrive quand même qu'on élise quelqu'un de respectable dans une ville, un village, un département. Un beau spectacle, c'est l'intérêt commun, c'est notre intérêt commun. Quand je dis un intérêt, c'est un intérêt affectif, c'est un intérêt profond. Or, les tenants du discours politique électoraliste parlent au nom d'un intérêt particulier, qu'ils dissimulent certes, mais c'est un intérêt particulier. Je vais être calife à la place du calife.
On est en train de perdre le fou du roi. En Inde, on dit qu'il a hérité des dieux le droit de se moquer de tout. Vous savez comment il fait? Quand le dieu apparaît sur scène, il se moque. Et évidemment, il y a des milliers de dieux en Inde. Il se moque, il dit « Oh, c'est quoi ce costume-là? Tu as l'air ridicule. » Il dit ça à un dieu, et le dieu se fâche, il dit « Je vais te maudire. » Et là, le bouffon, il lui répond « Mais attends, ne me maudis pas. C'est toi qui m'as donné le droit de me moquer de tout. Toi, le Dieu suprême. » Alors il dit « Ah, c'est moi? Ben oui, c'est toi le Dieu suprême. Non, c'est toi qui m'as donné ce droit. Et personne ne peut me le refuser. » Ah oui, d'accord. Alors dans ce cas-là, tu peux. Et là, il se retourne, le bouffon, il dit au public, vous savez, le coup du Dieu suprême, je l'ai fait à tous les dieux. Ben, mon père a été dans l'armée coloniale. Je suis venu assez jeune pour faire mes études en France. J'ai fait ma scolarité à Carical, parce que mon père n'a jamais vécu en France. Hein. Et à un moment, j'ai dit à mon père, je veux aller en France. Mais simple curiosité d'enfant. Hein. Parce que pour moi, la France, c'était du chocolat, parce que mon frère qui était à l'armée amenait toujours du chocolat. J'arrive au collège à Sevran, et la directrice qui me regarde, alors, bonjour, je réponds bonjour. Alors, tu parles français? Je dis non, un peu. Et elle me voit, elle me dit, mais tu sais, on sera peut-être obligé de te mettre en 4e, est-ce que tu veux bien? Elle me dit, non madame, et je pleurais. Elle m'a regardé, elle m'a dit, écoute, je vais te mettre en 3e, et on verra. Si tu t'accroches, tu vas y rester. Mais il n'y a qu'un professeur qui peut faire ça. Vous avez aimé, prof? Ah, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, mais on a toujours dit la même chose. En 1969, quand je suis rentré dans la première classe, le premier mot que j'ai entendu, c'est « ils ne lisent plus ». En 1969, c'est-à-dire avant votre naissance. Ils ne lisent plus. Le deuxième mot que j'ai entendu, c'était « le niveau baisse ». Alors je disais à mes collègues, mais non, le niveau ne baisse pas, le niveau est une notion relative, c'est le nôtre, celui de nous autres professeurs qui monte. On est de plus en plus des profs excellents, donc par comparaison, nos élèves nous paraissent plus nuls, mais rassurez-vous, c'est vous qui êtes géniaux. Et eux, pourquoi sommes-nous cancres? Pourquoi l'étais-je, moi? Simplement parce que j'étais plus lent que la moyenne. Et parce que les premières images de moi-même que m'a donné l'école avec ses notes, j'étais dysorthographique, etc., donc avec les notes négatives en dictée, etc., les notes nulles en maths, la première image sociale que m'a donnée l'école était une image inhibante. Et donc l'inhibition a aggravé les effets de la lenteur. Par ailleurs, j'étais lent. Mais on mûrit quand même. Simplement, on passe son bac à 20 ans au lieu de le passer à 17. On rencontre par bonheur un ou deux profs qui vous disent non, tu n'es pas con, tu es lent, c'est différent. Oui. On tombe amoureux d'une fille qui vous dit mais non, mais écoute, franchement, mon amour, non, je t'assure, t'es pas con. Et qui, avec laquelle on partage les livres qu'on a lus, parce qu'en secret, on lisait, donc partage, etc., etc. Et donc l'évolution se fait petit à petit. Cela dit, la réputation de cancrerie a quand même cassé énormément de matériel, qui fait qu'on garde des complexes toute sa vie. Bien sûr. Il y a toujours en nous le petit con qui ricane, qui dit « mais arrête, tu sais bien que tu es un cancre », etc. Mais celui-là, on l'étouffe, heureusement, on ne se laisse pas faire, quoi. On écrit des bouquins, on mène sa vie, mais contre lui. Ce que ne font pas les bons élèves. Les bons élèves ont avec eux le petit gars qui leur a permis d'acquérir tout ce qu'ils savent. Moi, je crois qu'on écrit pour les gens qui ne savent pas lire. Quelqu'un pour qui j'écris, c'est pas quelqu'un à qui je vais poser des questions sur ce que j'écris. C'est quelqu'un à qui je donne ce que j'écris et puis il aime pas, ça, c'est son affaire. Quelqu'un à qui je vais lire du Molière, c'est pas quelqu'un à qui je vais demander ce qu'il pense de Molière. C'est quelqu'un avec qui je vais partager une passion. Si ensuite je suis amené à enseigner Molière à la même personne, parce qu'elle doit passer son bac, parce que ceci... Bon, d'accord, là, je passerai dans une autre fonction qui est le médecin légiste de la littérature qui proposera une analyse médico-légale des textes, mais que nous aurons lus avant avec joie. Si tu leur fais la lecture, par exemple, à voix haute, et que tu la fermes après, tu ne poses aucune question, ils reviennent très vite à la littérature, ils demandent la suite. À partir du moment où on comprend que le récit
le récit qu'on se raconte, qu'on se fait, qu'on ressent, et ce qui donne sens à notre vie. C'est ça notre lien au monde. Donc on a une autre perception de la vérité, une autre façon de voir le monde. Oui, vous savez, actuellement en France, on a une tendance terrible d'ailleurs, à ne plus croire à l'intelligence, à l'intellectuel, considérer que tout ce qui est un peu intelligent devient c'est bobo, parce que tu lis Télérama, alors c'est bobo, tu lis ce livre, c'est bobo, tu penses comme ça, alors c'est pas bien, c'est gauchiste. On est en train de dénigrer l'intelligence. C'est notre héritage, la francophonie, c'est notre force. Je trouve qu'il y a des possibilités de solutions à nos problèmes dans ce monde-là. Ce festival Limoges devrait être aussi important que le festival d'Avignon. Et ne pas être... et il y a un côté un peu... Ok, Avignon, c'est le beau spectacle, l'élite. Ici, c'est bon, on fait de la francophonie parce que pour la bonne conscience de société, on fait ça. Pour le moment, la francophonie, c'est la bonne conscience. Non, il faut que ça devienne plus qu'une bonne conscience. Ça devienne un des champs d'exploration d'une nouvelle société française. Moi, je pense que pour le moment, je vais dire critique, les institutions font la francophonie pour la forme, en fait. Voilà, on fait un festival, tout ça. Mais c'est dommage, parce qu'à mon avis, les Anglais sont beaucoup plus intelligents là-dessus. Il n'y a pas une sorte de deuxième catégorie. Souvent, je pense que les Anglais ont fait beaucoup de mal lors de la colonisation, je ne dis pas mais il y a ce côté-là qui est bien, c'est qu'ils ont souvent formé des élites dans les colonies où ils étaient, dans les lieux où ils ont formé des élites. Cette élite, c'est eux qui ont défendu. Pourquoi l'Inde est aujourd'hui démocratique? C'est parce que l'élite qu'ils ont formée ont bien compris les valeurs démocratiques. Vous voyez, Nehru, Gandhi, ils étaient tous formés en Angleterre. C'est eux qui ont lancé le mouvement et ils ont appris ce que ça veut dire les droits de l'homme, la démocratie, en tout cas dans l'idéal. Ils ont vraiment apporté ces valeurs-là en Inde. Donc l'Inde est une démocratie solide, parce que l'élite de l'époque était solide. Si c'est élitiste de faire ça, je continuerai. Voilà. Parler d'élitisme aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qui est élite de qui? Tu vois, posons les choses. Est-ce que ce n'est pas même être une élite de pouvoir avoir la parole et devant une caméra dire c'est élitiste? Ce dont parlait Monique Blin, justement, l'ouverture et le côté populaire, dans le bon sens du terme, on va dire, est quand même quelque chose de nécessaire. Et arrêter un petit peu l'entre-soi, et malheureusement, qui est à l'image d'une société qui... Voilà, Et ce qui est intéressant dans ce festival, c'est justement qu'on sort des sentiers battus quelque part. C'est-à-dire qu'on n'est pas attaché alors la culture est universelle, mais juste à une vision restreinte de la culture et de l'autre. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ça, c'est cette ouverture. Des gens qui viennent d'ailleurs et qui parlent d'eux, qui parlent de leurs histoires, mais en fait, quelque part, c'est la nôtre. On est là pour s'amuser, en fait. On est là pour s'amuser, pour se divertir, pour se faire du bien, pour qu'on nous raconte des histoires. Alors, c'est pas toujours des histoires très heureuses, mais il y en a. Et c'est ça, quoi. C'est ça le théâtre. Hein. Voilà, c'est aussi ça. Et si nous, on arrive à favoriser ce lieu, cet agora-là de discussion, de débat, de réflexion sur nous, sur l'être, sur l'autre, sur nous, c'est le plus important. Donc nous, Limoges, oui, on va continuer comme ça parce que c'est ce combat qu'on fait, qu'on essaie de faire. On essaie tout simplement de magnifier le libre arbitre de chacun. On peut vivre sans richesse, presque sans un sou. Les seigneurs et les princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Padam, pam, pam. Connaissez cette chanson de Bourvil? La richesse, c'était... C'est toujours pareil, elle est relationnelle. Sinon, on s'emmerde. On peut être tout à fait rupin et sans relation profonde à une dizaine d'autres autour de nous. On est mort-vivant. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non.
on ne le pourrait pas. C'est pas une fin, voilà, c'est ça. Ce n'est pas une fin. C'est à un moment donné un chemin qui continue et c'est jamais une fin. Mais je ne vais pas lui dire au revoir à Hassan. Non, vraiment, je ne vais pas lui dire au revoir. Donc, parce qu'on va continuer à se fréquenter, à avancer, à se rencontrer toujours. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin du jour.